vers le sud. Direction un des plus beaux panoramas de Namibie. Des animaux. Non, on va pas voir des animaux, on va voir quoi? Le canyon. Regarde ce qu'il y a là. Regarde ce qu'il y a là. Le canyon. Ils ouvrent la terre. Au secours. Au secours. On va faire voler les oiseaux. Avec ses 160 km de long, le canyon de la Fish River est le deuxième plus grand du monde après celui du Colorado. Ses ravins peuvent faire 27 km de large et 550 mètres de profondeur. De quoi donner le vertige. Pour ceux qui aiment le vide, en revanche, c'est un promontoire idéal pour un bivouac grandiose. La famille ne s'attarde pas car elle doit engloutir plus de 700 km pour rejoindre l'Afrique du Sud et plus précisément la ville du Cap où l'attendent ses prochaines rencontres. Ici, la sécheresse du désert est vite oubliée. Alors, changement de décor, nous arrivons à la pointe sud de l'Afrique, près de Cape Town. Et nous sommes ici pour notre dernier sujet, qui va être sur les espèces invasives. Ces plantes et ces animaux venus d'ailleurs, qui déséquilibrent le milieu naturel, qui déséquilibrent la biodiversité. Nous avons rendez-vous maintenant avec Louise Stanford, qui s'occupe pour la ville de Cape Town d'éradiquer ces espèces invasives. Louise accueille la famille à la fête de l'eau, un événement qui sensibilise la population à la santé de l'eau dans le milieu naturel. Aujourd'hui, une nouvelle forme de pollution menace les rivières et les zones humides. Il s'agit de la prolifération des espèces venues d'ailleurs, celles que l'on appelle les espèces exogènes invasives. Ici, vous avez une équipe qui est en train de nettoyer un tapis de jacinthe d'eau. C'est cette plante-là qu'ils arrachent. Ça, c'est un programme qui s'appelle détection précoce, réaction rapide. Si vous les détectez rapidement, vous pouvez agir très vite et les éradiquer avant que ça devienne un gros problème. La jacinthe d'eau est un problème ici depuis longtemps. Il y a 3 ou 4 ans, le lac qui se trouve derrière moi était totalement recouvert de jacinthe d'eau. On ne pouvait même pas traverser le lac à la rame. La situation a changé depuis que l'unité en charge des plantes invasives a travaillé sur 18 rivières différentes dans toute la ville et que plus de 200 personnes se sont attelées à la tâche. Pendant que Martin pagaille sur un lac nettoyé, Louise conduit Fred à un autre plan d'eau. Il est littéralement étouffé par une plante invasive, une jacinthe d'eau. Une équipe est justement en train de manuellement retirer cette plante qui étouffe complètement cet étang. Ça, c'est une jacinthe d'eau, Eichhornia crassipes. Elle vient du Brésil et c'est l'une des plantes aquatiques les plus invasives du monde. En fait, c'est même la plus invasive. Elle fut introduite via l'industrie horticole. Les gens les aimaient à cause de leurs jolies fleurs et ont commencé à en mettre dans leurs étangs. Elle est parvenue à s'échapper des étangs et s'est retrouvée dans les cours d'eau. Voyez comment elle grandit. Chaque plante fabrique une plante sœur. Voici la plante sœur. En 1 à 2 semaines, sa taille double. Il existe 2 sortes d'introduction. L'introduction délibérée, lorsque les gens les plantent pour une raison spécifique, parce qu'ils veulent les mettre dans l'étang de leur jardin, ou bien dans un aquarium, ou quand ils les arrachent en pensant faire une bonne chose, alors que ce n'est pas du tout la chose à faire. Et puis, on a l'introduction non intentionnelle. Lorsqu'on ne sait même pas que la plante ou l'animal est présent dans un bateau, par exemple, quand ils arrivent par cargo. La plupart du temps, ça n'est pas délibéré. Les gens ne sont pas renseignés ou n'y prêtent pas vraiment attention. Quand une espèce envahit un écosystème, il faut mener une véritable course contre la montre. Plus tôt elle est détectée, moins elle se propagera et moins de moyens seront nécessaires pour l'éradiquer. La famille a rendez-vous en forêt avec Phil McLean. Il est ce que l'on appelle un pointeur. Il se promène à l'affût des intrus, les repère et les signale au service de Louise.
Un pointeur, c'est juste un citoyen ordinaire qui a de l'intérêt et quelques connaissances, ou qui s'est un peu formé sur les espèces invasives. L'idée, c'est que pendant votre travail ou vos activités en plein air, comme quand vous promenez votre chien, vous voyez ces plantes et vous les ajoutez à la liste. Qu'en est-il de ces pins, par exemple ? Les pins sont invasifs. Ce sont les colons qui les ont introduits ici au départ, il y a très longtemps. Il y a plusieurs siècles de cela. Quand ils sont arrivés, les colons ont abattu les arbres locaux, mais rapidement, il n'y en avait plus assez et les seules espèces qu'ils avaient l'habitude de cultiver étaient les espèces que l'on trouve en Europe, leur terre natale, les pins, les chênes, etc. Donc, ils les ont introduits parce qu'ils savaient comment les faire pousser. Ici, vous avez du genêt. Je pense qu'il se développe dans cette zone parce que juste en dessous, vous avez un plant du même type, encore bébé, donc il commence réellement à se propager. L'année prochaine, celui-ci aura des graines qui, à leur tour, iront dans la terre toujours plus loin. Je vais prendre une photo avec la géolocalisation, je vais la mettre sur la liste et sur la carte, et une équipe viendra les enlever. Regardez, vous voyez tous ces arbres là-bas qui ont perdu leurs feuilles? Oui. Ce sont des élantes. Ah, les fameux. Oui, les fameux. Allons les voir de plus près. Ok, allons voir ça. Les racines se développent dans un rayon d'environ 20 mètres et vous remarquez qu'il n'y a aucune autre plante excepté l'herbe qui a de toutes petites racines. Il n'y a ni buissons ni arbres aux alentours car les racines des élantes libèrent des toxines dans le sol qui tuent les autres plantes. Vous pouvez même sentir cette substance chimique, ça sent très mauvais. Ah, c'est ça le poison. Oui, c'est le poison en effet, ça s'appelle Alilapeti. Et une fois que ça se disperse, ça fait mourir tous les arbres qui se trouvent à proximité. Ils sont environ 2000 botanistes amateurs comme Phil à profiter de leur promenade pour signaler les espèces invasives dans la péninsule du Cap. Elles répondent au doux nom d'herbe de la pampa, iris d'eau, genêt d'Espagne ou Boussingolti à feuilles cordées. Les photos et leur position GPS sont transmises par Internet au bureau de Louise. Aujourd'hui, c'est Ulrich qui reçoit les messages. Un élante m'a été signalé il y a quelques jours. Et si je vais sur le site, je peux voir que le pointeur a ajouté une photo de l'arbre. Et donc, je remarque qu'il s'agit d'un tout petit élante. La ville de Cape Town dispose de plusieurs moyens pour lutter contre les espèces exogènes invasives, le biocontrôle est la méthode la plus moderne. Des biologistes cultivent des organismes vivants ou des substances naturelles qui, mis en contact avec les espèces indésirables, vont les détruire. Mais le moyen le plus rapide et le plus sûr reste l'arrachage à la main. Il y a déjà pas mal de plantes invasives par ici. Là, il y a des herbes de la pampa qui commencent à fleurir avec ces petites fleurs blanches et touffues. Ils ont été apportés par les oiseaux, c'est ça? Le vent et les oiseaux. La pampa se propage principalement grâce au vent. Ah, voilà notre équipe. Ulrich dirige 8 équipes d'une dizaine de personnes pour ce travail. Quelques plantes ont été détectées ici. Nous allons commencer par en bas, où nous avons vu du lilas d'Espagne, puis nous remonterons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arracher la tête des fleurs. La tête? Le lilas d'Espagne est une plante herbacée vivace. On en trouve sur tout le pourtour méditerranéen et elle est aussi utilisée comme plante médicinale. Elle croît sur les rocailles, sur les vieux murs ou sur les rochers ensoleillés. Mais pourquoi tu mets les fleurs à la poubelle, Martin? Parce que ces fleurs, elles viennent d'un autre pays. Et sinon, elles vont prendre la place de toutes les autres plantes. Comme elles n'ont pas d'ennemis naturels, elles ne sont pas mangées et aucun insecte ne se pose sur la fleur pour limiter la production de graines. En fait, il n'y a rien pour contrôler leur développement, rien qui limite leur population. C'est pourquoi elles peuvent devenir totalement hors de contrôle et pousser partout où elles ont envie de pousser. On a trouvé un spartier à tige de jonc. Il peut former des peuplements très denses de plusieurs mètres de haut qui bloquent la végétation indigène. Il n'est pas en fleurs en ce moment, mais celles-ci sont habituellement jaunes et très mignonnes. Les gens aiment bien en avoir dans leur jardin, car c'est une belle plante en période de floraison. Si on ne l'enlève pas maintenant, l'année prochaine, il y en aura sûrement une vingtaine, et l'année d'après une centaine, et si on ne s'en occupe pas, ça deviendra un gros problème. Après d'avoir coupé la tige, on met du produit bleu pour pas qu'elle pousse.
Retirer les intrus, c'est bien. Replanter des espèces endémiques, c'est mieux. Retour au bureau de Louise qui jouxte la pépinière de la ville. C'est un véritable paradis botanique. Sur les 9000 espèces répertoriées dans la région du Cap, plus des 2/3 ne se trouvent nulle part ailleurs. C'est Inès qui cultive avec amour des plantes locales, comme des astères, des glaïeuls, des géraniums, des immortelles, des marguerites et autres protées royales. Vous dites mes bébés pour les plantes. Vous ne dites pas plantes, vous dites mes bébés. Ce sont vos bébés, c'est ça? Oui, ce sont mes bébés, parce que je veille sur elles. Je sais quand elles ont faim, quand elles ont soif, et je leur donne de l'eau et de la nourriture. Waouh, ça fait beaucoup d'enfants, hein? Oui. Il n'y a pas que les plantes qui envahissent la péninsule, certains animaux aussi. Mfundo Tafeni travaille à l'éradication des espèces comme la poliste gauloise, qui est une guêpe venue d'Afrique du Nord, ou encore le martin triste, un oiseau natif d'Inde, du Pakistan et de Birmanie. Mais aujourd'hui, la famille va découvrir les nuisances d'un autre volatile, le corbeau familier, que l'on appelle aussi corneille d'Inde. Mon arbre à la fenêtre, il y a plein de corbeaux en haut. Elle n'a pas de prédateurs, vit une vingtaine d'années et peut pondre 3 à 5 œufs par an. Ces colonies grandissent donc à vue d'œil. Le véritable problème, c'est qu'elle détruit les nids des oiseaux plus petits et attaque même les poules et les animaux domestiques. On en trouve maintenant dans presque toute l'Afrique, mais ici, on a décidé de lui faire la guerre. La première technique pour limiter les colonies, la cage piégée. L'animal appâté arrive à rentrer, mais il ne peut pas en sortir. Nous avons besoin de nous protéger les yeux, car elles peuvent nous griffer, nous crever un œil. C'est pourquoi nous devons être totalement protégés. Il faut vraiment que vous ne touchiez à rien à l'intérieur de la cage sans vos gants. Les corneilles sont connues pour être porteuses de nombreuses maladies. Elles sont très malines et peuvent communiquer avec les oiseaux qui se trouvent à l'extérieur de la cage. Il leur arrive d'appeler d'autres oiseaux pour qu'ils soient témoins de ce qu'on leur fait. Et si je fais quoi que ce soit qui menace leur vie, ils ne viendront plus dans la cage et elles alerteront les autres corneilles pour qu'elles ne s'approchent pas de la cage. Je les trouve jolis. Tu les trouves jolis? Ils ont un très gros bec. Vous êtes plutôt sympa avec ces animaux. Vous leur donnez de l'eau, de la nourriture, des biscuits. Oui. Je leur donne de la nourriture et de l'eau pour boire, mais aussi une bassine parce qu'ils aiment se baigner. Et nous devons également faire en sorte que la cage reste très propre, car elles produisent beaucoup d'excréments quand on les nourrit. Quand j'attrape les corneilles, je m'assure d'en avoir suffisamment avant de les envoyer au vétérinaire qui, lui, les euthanasie. Une fois qu'on a 20 oiseaux dans la cage, on en tue 17 et on en garde 3 pour que ces 3 oiseaux puissent servir d'appât afin d'attirer les autres oiseaux qui sont dans le coin. Pour une estimation plus précise de la situation, Mfundo et son équipe sillonnent les quartiers à vélo pour repérer les nouvelles colonies. Dans ce quartier pauvre de la ville, les poubelles en plein air attirent les oiseaux comme des aimants. Nombre de corneilles, position GPS, pollution causée par les oiseaux sont notées pour rejoindre une base de données qui permet de surveiller leur évolution. Autre technique plus radicale pour se débarrasser des corneilles, le poison. Montre-moi ce que c'est. Ce sont des pattes. Et dans les pattes, il y a du poison. Quand les corneilles aperçoivent ces pattes, en principe, elles ne résistent pas. On en met un peu partout, sur les trottoirs. On le sait, la gourmandise est un vilain défaut. Pour les corneilles, il pourrait même leur coûter la vie. Mais l'animal est malin et il faut être très discret pour le tromper et réussir cette opération. Normalement, le poison met environ 30 heures avant d'agir sur l'oiseau. Mais au lieu de parcourir toute la métropole du Cap, on va directement dans les lieux de reproduction et c'est là qu'on collecte la plupart des carcasses. Même si beaucoup d'oiseaux vont bien sûr mourir ailleurs. Les pattes répandues par terre
peuvent tout aussi bien plaire aux chiens errants et aux enfants qui traînent. Il faut donc impérativement ramasser le poison avant de partir. Ça n'a pas marché. Elles se sont envolées. Pourquoi? Parce qu'ils jettent de la viande là-bas. Regarde en face. Donc elles ne veulent pas des pâtes. Le voyage en Afrique du Sud touche à sa fin. Fred, Laure, Martin et Chine mettent le cap sur l'extrême pointe de la péninsule, le cap de Bonne-Espérance. Et l'espérance, c'est pile ce qu'il nous faut pour continuer à réconcilier l'homme et la nature. Tiens, là, il y a le phare. Premier arrivé au phare a gagné. Qu'est-ce que tu vois, Chine? Je vois un animal très bizarre et c'est pas qu'est-ce que c'est. Alors cet animal, vous voyez la photo là, ça s'appelle un daman de rocher en français. Il y en a beaucoup dans la région, d'ailleurs on l'appelle aussi le daman du Cap. Et alors, autre chose qui peut paraître bizarre, c'est que le daman du Cap est présumé être le plus proche parent vivant de l'éléphant. Cette hypothèse se base sur la similitude anatomique entre les dents, les jambes et les os du pied, les testicules qui ne descendent pas dans le scrotum, et d'autres détails plus obscurs. Ce serait le cousin de l'éléphant, dis donc. Incroyable, ils se ressemblent pas. Paris 9294 km. Oh punaise. Waouh, c'est pas côté, hein. Presque 10 000. Et il y a aussi... L'Afrique apparaît souvent comme le continent oublié de l'écologie, alors qu'en réalité c'est plutôt le contraire. Malheureusement, on ne change jamais aussi vite que lorsqu'on n'a pas d'autre choix.